Une coupure, mais bon, Oui, voilà. on Donc, peut continuer. deuxième série d'observations à propos donc des produits, hein. Euh, Encore faut-il que le produit soit mis en circulation, hein. Alors, que le produit soit mis sur le marché, hein, pour que l'on puisse appliquer la directive, le texte de 1985, hein. Alors, le, il faut le produit est mis en circulation, hein, lorsque l'on s'est dessaisi de ce produit, hein. Alors, lorsqu'il y a un dessaisissement du produit, hein, le dessaisissement euh, doit être un dessaisissement, je dirais, volontaire, hein, pour que la chose soit mise sur le marché, hein. Euh, alors, si le dessaisissement est involontaire, si le dessaisissement, hein, euh, est fait à l'insu, hein, du producteur ou contre le gré du producteur, hein, on a par exemple volé le produit, hein, bon, le- la responsabilité n'est pas, enfin, le texte n'est pas applicable. Ok, donc, professeur, en ce qui concerne le désistement, ce qui est évident, bien ce qui est important, c'est que le producteur mette lui-même le produit sur le marché. Maintenant, si, par exemple, le produit est par exemple, mis en circulation par une fraude, par une certaine, Voilà, le voilà. fait que le producteur se fasse voler la marchandise pour la mettre en circulation. Donc, la responsabilité, bien évidemment, du producteur ici n'est pas retenue, hein. Exactement, c'est ça. Il faut qu'il y ait un dessaisissement volontaire, hein, qui Volontaire, suppose, volontaire de qui suppose le donc perdu. une remise spontanée à autrui de la détention de la chose, hein. D'ailleurs, Donc, il faut, d'ailleurs, ce fait peut être un fait de d'exonération de responsabilité pour le producteur, hein. Je vais demander bien encore une sûr, fois, juste pour tous les intervenants, de couper leur micro, s'il vous plaît. voilà. Donc, ce qui compte, c'est qu'il y ait une remise matérielle du produit par le producteur, hein, à une autre personne. Mais cette remise, hein, il n'est pas nécessaire, hein, qu'il y ait un- un transfert de propriété, hein. Bon, il faut qu'il y ait mise en circulation de ce produit, hein. Alors, euh, peu importe également de savoir euh, au profit de qui le producteur s'est volontairement dessaisi de son produit, hein. Alors, ce peut être souvent directement le consommateur. On a remis le produit entre les mains du consommateur, hein, mais le plus souvent, hein, aujourd'hui, bah, les producteurs se dessaisissent entre les mains d'intermédiaires, et ce sont les intermédiaires qui assurent la distribution du produit, hein. Euh, on remet le produit entre les mains d'un transporteur, hein, entre les mains d'un grossiste, hein, et puis ensuite le produit va jusqu'à un détaillant, et puis ensuite le produit sera acheté ou sera mis à la disposition d'un consommateur, hein. Donc, euh, peu importe le destinataire de la remise, hein. Euh, alors, on s'est demandé également si l'on devait prendre en considération la finalité de la remise, hein. Euh, Est-ce que donc tout dessaisissement volontaire constitue une mise en circulation, hein? Alors cette question, elle a été discutée. Euh, Peu importe, hein, on a une conception large, hein, euh, peu importe la finalité même de la remise, hein. Euh, donc on a une conception large de cette remise, ce qui a été consacré du reste par un arrêt, une jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, hein. Il y a un arrêt du 10 mai 2001, hein, de la Cour de justice, hein, et qui a une conception très, très, très large, hein, de la mise en circulation, et
et qui ne s'interroge pas sur la finalité même de la circulation du bien. Alors, voilà ce que l'on pouvait dire sur le produit, hein. Le domaine. Voilà, à propos du domaine. Alors, domaine également concerne donc les produits, mais le domaine concerne également les personnes, hein, les personnes, hein. Alors, il y a d'un côté, si j'ose dire, des responsables, hein, producteurs, hein, et on verra comment on conçoit le producteur, et puis il y a de l'autre des victimes, hein, les victimes, le consommateur. Bon, alors voyons d'abord donc les responsables, puis nous dirons quelques mots ensuite sur les, euh, les victimes. Euh, alors, les responsables, hein, euh, il y a des, il y a, c'est le producteur, mais la notion de producteur, elle est envisagée assez large, hein, et du reste, même le législateur français bon, a pris un certain nombre de mesures pour aller peut-être au-delà du producteur et envisager donc comme responsable toute une série de professionnels, notamment des fournisseurs professionnels. Bon, euh, alors, euh, d'abord au sens strict, hein, voilà. Le producteur, le producteur, c'est une personne qui agit à titre professionnel. Donc le producteur est nécessairement un professionnel, hein. Donc une personne qui agit dans le cadre d'une entreprise, hein, et qui a pour donc profession, hein, ou pour habitude, hein, de fabriquer des produits ou de mettre en circulation des produits, hein. Donc le producteur ne peut pas être lui-même un simple particulier, un simple consommateur, hein. Donc ça c'est important. La responsabilité est nécessairement une responsabilité professionnelle. Donc le producteur est celui qui agit bon, à titre professionnel, hein, et ce peut être aussi bon, le fabricant du produit, hein, euh, le producteur d'une matière première, ou encore le fabricant d'une partie composante du produit, hein. Donc souvent le produit, Désolé, notre professeur, est-ce que le producteur peut être un physique moral? pardon, est-ce que peut-être une personne morale? Oui. Oui, Donc, producteur. je vais demander juste, s'il vous plaît, pour les personnes intervenantes, de s'identifier d'abord. Il faut se présenter d'abord pour pouvoir poser la question. Et on préfère, si c'est possible, poser les questions via le chat directement de cette réunion, hein, ou bien de ce cours. Mais bon, il n'y a pas de souci. Vous pouvez, la question peut être posée. Et est-ce que le producteur peut être une personne morale? Oui, alors, bon, là, peu importe que le producteur soit une personne physique ou une personne morale, et bon, je dirais que le plus souvent, hein, le producteur est une personne morale. Le producteur est une entreprise, hein, c'est une société, hein, un fabricant, hein, bon, fabricant de produits phytosanitaires, que sais-je encore, hein. Donc, les professionnels, hein, les professionnels, aujourd'hui, la plupart du temps, bon, ce sont des personnes morales, hein, donc des sociétés, hein. Je pense que la personne qui a posé la question s'interroge parce que nous avons vu dès le premier cours de ces cours en droit européen de la protection du consommateur que le consommateur, lui, selon la directive de 2011, ne peut être une personne morale, il doit être une personne physique. Or, le producteur ou bien le professionnel, lui, peut être une personne physique comme il peut être une personne morale, hein. Ah oui, absolument, absolument, oui, Voilà. oui. Et Voilà. ça même que le plus souvent, hein, le plus souvent, le producteur, c'est une personne morale. Bon, les professionnels, bon, aujourd'hui, la plupart des professionnels, il y a encore des commerçants personnes physiques, hein, bien sûr, mais Oui, oui. ceux qui mettent des produits sur le marché aujourd'hui, bon,
dans 90% des hypothèses, 95% des hypothèses, ce sont des entreprises qui sont organisées sous une forme sociétaire, hein. Des sociétés anonymes, des sociétés à responsabilité, peu importe, mais bon, ce sont des personnes morales. Et vous savez que bon, la responsabilité civile des personnes morales, bon, n'a jamais soulevé des difficultés, hein. Oui. Euh, Contrairement à la responsabilité pénale, Contrairement à la responsabilité pénale, hein. oui, Bon, qui soulève aujourd'hui, encore des questions, hein. voilà, qui soulève des Donc, questions, hein. donc, en ce qui concerne le producteur, la définition de producteur, cher professeur, nous avons le dernier tiré en matière de définition du producteur. Donc, toute personne qui fournit un bien dont le producteur ou l'importateur ne peut être identifié. Donc, les vendeurs, les simples vendeurs ou bien les distributeurs de produits peuvent être considérés comme étant producteurs si le produit, si le consommateur n'arrive pas, ou bien l'acquéreur n'arrive pas à identifier ni le producteur du produit, ni l'importateur du produit, hein. C'est ça, ouais. Le Donc, simple vendeur du produit peut être tenu responsable en cas de défection du produit. voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc, le producteur, bon, le producteur, c'est bon, c'est d'abord le fabricant lui-même, hein, le fabricant lui-même, hein, le On en est fabricant d'accord. qui peut être le fabricant d'une partie composante, mais euh, euh, étant entendu, bon, que il peut y avoir lorsqu'on fabrique simplement une partie composante d'un produit, il peut y avoir une solidarité entre les différents fabricants des produits, hein. Ça, c'est une question importante aujourd'hui, parce que très souvent, regardez votre ordinateur, hein. L'ordinateur, il est composé de toute une série de produits, hein, et ces produits sont assemblés les uns les autres, hein. Et derrière, vous avez toute une série donc, de personnes qui sont intervenues. Et puis, il y a l'assembleur aussi, hein. Donc, les produits aujourd'hui, regardez les automobiles. Ben, les automobiles, elles sont composées de toute une série de produits, des produits informatiques, des pneus, bon, de la carrosserie, etc., hein. Donc, les, les producteurs, hein, ce sont c'est pas seulement le fabricant de l'ensemble, l'assembleur, mais c'est également les fabricants de parties composantes, hein, Très des bien. produits. Donc, Là, Peugeot, ils peuvent engager leur responsabilité de manière solidaire. Voilà. Peugeot peut être tenu responsable s'il y a une défection. Donc, je donne Peugeot, mais ça peut Oui, être Renault, oui, Citroën ou toute autre oui, marque. Donc, peut être responsable tout autant que Michelin, oui, par exemple, qui fabrique, par exemple, les pneumatiques exactement, les en cas de sous-traitants. défection en matière de Oui, oui, pneumatiques. bien sûr, hein, et les sous-traitants. Donc on a une notion large, hein. Alors, comme vous le disiez également, hein, euh, euh, on a assimilé plus exactement aux producteurs, hein, bon, des personnes qui, euh, tout en agissant à titre professionnel, des personnes qui se présentent comme producteurs en apposant sur le produit leur nom ou leur marque, hein, et les personnes qui, qui, euh, qui importent des produits en Europe en vue d'une vente ou d'une location, hein. Alors, cela vise, cela vise dans les sociétés de grande distribution, hein, dans les S'il vous sociétés plaît, de grande distribution. je demande donc, excusez-moi, hein. Donc, Oui, à partir de là, je vais mettre en attente toute personne qui laisse son micro ouvert, hein. Je suis désolé, mais pour la tranquillité ou bien pour le bon déroulement du cours, donc je vais mettre en attente toute personne qui laisse son micro ouvert, à part professeur Delbecq, hein. Je vous en prie, bon, professeur. donc, il y a donc, vous voyez que donc, le producteur, c'est le fabricant, hein, mais on a étendu, comme vous le disiez, la notion de fabricant, hein, euh, aux sociétés de grande distribution et également aux importateurs, hein, du moins de produits dans l'Union européenne. Alors, les sociétés de grande distribution, hein, très souvent, vendent des produits, hein, en imposant sur les produits leur propre marque, hein. Euh, et dans ce cas-là, ces sociétés de grande distribution se substituent en quelque sorte aux producteurs et doivent en assumer
les responsabilités, hein. Donc les grandes surfaces, et je pense que la même chose étant, le même phénomène se produit en Algérie. Très souvent, vous avez des produits de grande surface, hein, des produits, je sais pas, de Carrefour ou de grandes Donc, surfaces, des en sociétés de Algérie, grande distribution. pour Voilà. l'instant, en Algérie, les grandes surfaces ne se sont pas lancées dans la production. Ils restent toujours distributeurs de grandes marques pour l'instant. Mais on n'a pas encore vu un distributeur en même temps qui est producteur ou bien qui a son propre produit de distribution, hein, en Algérie, je parle. Mais en France, c'est vrai que maintenant, Auchan ou bien Carrefour ou bien tous les autres distributeurs de produits sont aussi producteurs de leur propre marque ou bien de leurs propres Oui. produits. Ils vendent leurs propres produits. Pas seulement, ils vendent parfois leurs propres produits, mais aussi ce qu'elles font, ces grandes surfaces, c'est elles apposent sur un produit fabriqué par quelqu'un d'autre, elles apposent leur propre marque. C'est ça. Vous voyez? Et donc, De- il y a, et, il y a des, et de ce fait, ils on les deviennent assimile, producteurs. on les assimile à des producteurs. Vous Voilà, voyez? ils deviennent producteurs selon les Voilà, termes de la directive de voilà, 1985. c'est ça, hein. Et ça, c'est parce que donc les grands distributeurs, hein, les grands distributeurs vont vendre des produits sous leur propre marque, hein, alors que les grands distributeurs n'ont pas fabriqué ces produits. C'est ça, hein. Donc en imposant la marque sur ces produits, ils Ils prennent la deviennent, responsabilité des voilà, producteurs à leur ils charge. imposent la responsabilité et ils deviennent donc, au sens de la directive, ils deviennent des producteurs. Alors, une autre extension de la notion de producteur porte sur les produits qui sont importés, ils ne sont pas fabriqués dans l'Union européenne, mais qui sont importés dans l'Union européenne et qui sont ensuite donc vendus à partir de l'Union européenne. Alors, il y a néanmoins quelques restrictions, hein, à la notion de producteur, hein, en tout cas au regard du droit français, parce qu'on a pris des mesures particulières. Et on, on a considéré que n'étaient pas des producteurs, au sens donc de la responsabilité des faits de produits défectueux, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement du droit de la construction. Bon, le droit de la construction, c'est un droit qui est très important, hein. Les, les- les- les entrepreneurs de construction, les promoteurs, bon, donc tous ces opérateurs de construction, hein, ils sont exposés à une responsabilité qui est assez lourde, hein, euh, en tout cas dans les textes du Code civil, mais je crois que vous avez à peu près l'équivalent de ces textes, des articles 1792 et suivants. Mais on a considéré que ces constructeurs ou les vendeurs d'immeubles à construire, hein, euh, euh, voyaient leur responsabilité engagée sur la base du droit de la construction et uniquement sur la base du droit de la construction. Donc on n'a pas transposé à ces opérateurs en matière de construction le système de responsabilité du fait des produits défectueux. Alors, on a sur la notion de producteur, hein, notion de producteur, le, là, le droit français, donc au-delà des producteurs et des fabricants, hein, assimile, partiellement, hein, aux producteurs les fournisseurs professionnels, hein. Le vendeur, le loueur, hein, tout autre fournisseur professionnel est responsable du défaut de sécurité du produit dans les mêmes conditions, hein, que le producteur, hein. C'est ce qui est prévu aujourd'hui par l'article 1245, 6 du Code civil. Donc le droit français donc, est allé un peu au-delà de ce qui est prévu par la directive en considérant que les fournisseurs professionnels, du moins la plupart des fournisseurs professionnels, doivent être assimilés à des producteurs, avec néanmoins une exception assez importante pour les sociétés de crédit bail, hein.
Le crédit bail, c'est le leasing, hein. Il y a donc beaucoup de leasing, de financement, de financement d'acquisition, pour financer l'acquisition de matériel auquel on recourt notamment pour acheter des automobiles, hein. Eh bien, le crédit bailleur, la société de crédit bail, hein, n'est pas considéré comme un fournisseur professionnel, hein. Donc uniquement le fabricant lui-même, hein, c'est pas la société de leasing, le financeur qui est assimilé à un fournisseur professionnel. Bon. Alors, j'ajouterais une chose, c'est que lorsque on recherche la responsabilité du fournisseur professionnel, du fournisseur de produits, eh bien, le fournisseur, il pourra, bien entendu, exercer un recours contre le producteur. Donc voilà ce que l'on pouvait dire sur la première catégorie de personnes, c'est-à-dire sur les responsables, producteurs, avec une notion assez large du producteur. Quant aux victimes elles-mêmes, hein, bon, alors, dans le droit commun de la responsabilité, hein, bon, la réparation du préjudice, hein, n'obéit pas aux mêmes règles selon qu'il existe un contrat, comme je le disais, entre le responsable et la victime, ou selon qu'il n'existe pas de contrat, hein. Donc le principe, je vous le rappelle, en droit commun, est celui du non-cumul des responsabilités contractuelles et responsabilités délictuelles. Par conséquent, la victime ne peut pas choisir. Si la victime est un co-contractant, la victime doit engager une responsabilité sur le terrain contractuel. Elle ne pourra pas choisir le régime qui lui est plus favorable. Bon. Et si la victime est un tiers, la victime ne pourra pas, en principe, agir sur un terrain contractuel. Bon. Alors, c'est la règle de base, un peu du droit de la responsabilité. Alors, cette distinction, elle a été, comme je le disais en commençant, elle a été remise en cause par la directive, hein, qui prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il y ait ou non un contrat conclu avec la victime. Donc, peu importe l'existence d'une relation contractuelle. Donc, les tiers comme les co-contractants, hein, sont soumis au même régime juridique, hein. Alors, du reste, dans la loi sur les accidents de la circulation, hein, je ne connais pas la loi algérienne, mais je pense que la solution est la même. Dans la loi française sur les accidents de la circulation, on considère que la loi s'applique alors même que les victimes euh, euh, subissent un accident à l'occasion d'un transport, hein. Donc, on est transporté dans un bus, hein, il y a un accident de bus, hein, c'est la loi sur les accidents de la circulation qui s'applique. Je pense que la règle est la même Elle en est droit exactement algérien. la même en Algérie, hein. C'est dire que là, vous voyez, dans ce domaine-là, peu importe qu'il y ait contrat ou pas, hein, alors c'est la même idée, c'est la On même va dire idée. que qu'en matière de victimes de dommages corporels, on est souvent dans la recherche de l'indemnisation de la victime du dommage Voilà, corporel exactement. sans s'arrêter sur la responsabilité qu'il y ait, qu'elle soit contractuelle, délictuelle, ou qu'il y ait un rapport, un rapport contractuel entre, par exemple, le transporteur et la personne transportée. Exactement. Voilà, donc c'est la même chose. Alors, euh, deuxième, à propos des victimes, deuxième observation, euh, on ne, en principe, hein, donc, la, peu importe que la victime soit une victime euh, euh, professionnelle ou une victime non professionnelle, hein. La plupart du temps, la victime sera un consommateur, hein. Donc, on emploie du reste le terme neutre de victime, hein. Et on ne parle pas de consommateur, hein. Donc la directive nous dit bien que la victime, bon, bon, et, donc la victime elle-même, elle peut être non professionnelle et elle peut être
professionnelle, hein. Donc il n'y a pas de distinction ici qui est faite, en tout cas par les textes, hein. Euh, du reste, la victime peut être une personne physique. Généralement, c'est une personne physique, mais bon, pas nécessairement, hein. La notion de victime est une notion, elle est ouverte, elle ne comporte pas de restrictions. Donc on peut considérer que la victime peut être une association, donc une personne morale, hein, qui subit un- un dommage en raison d'un produit défectueux. Voilà ce que l'on pouvait dire sur le domaine de la responsabilité. Alors le second thème, pardon, hein, porte sur le régime de la responsabilité. Alors, deux séries de remarques à propos du régime de la responsabilité. D'abord sur les conditions de la responsabilité et ensuite je dirais sur les causes d'exonération, hein. Euh, Est-ce que le producteur pourra se libérer de sa responsabilité? Et puis on dira dans le prolongement quelques observations qui sont plus de procédure et qui intéressent notamment la prescription ou le délai pour agir. Alors voyons d'abord les conditions de la responsabilité et puis nous verrons ensuite les causes d'exonération. Alors, quant aux conditions de la responsabilité, les textes nous disent que le demandeur, donc la victime, doit prouver le dommage, hein, doit prouver le défaut du produit et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Alors, disposition importante, système important. Donc, il n'y a pas de présomption de causalité qui ait été retenue en l'occurrence. Donc, le système de preuve est système habituel. La charge de la preuve, elle pèse donc sur le demandeur, comme dans le droit commun, et donc la charge de la preuve du défaut pèse sur la victime, hein. Donc il n'y a pas de présomption en principe de causalité. Donc un produit n'est pas défectueux par le seul fait qu'il a causé un dommage. Bon. Alors, reprenons ces différents éléments sur les conditions de la responsabilité, hein. Le défaut du produit, le dommage et le lien de causalité. Alors, première condition, premier élément, donc le défaut du produit, hein. Donc cette notion, la notion de défaut, hein, est certainement l'élément essentiel, la condition essentielle, la clé, je dirais la clé de voûte, hein, de ces systèmes de responsabilité. Bon, alors comment concevoir ce défaut, hein? Je crois que il y a un élément objectif doublé d'un élément subjectif, hein. Alors l'élément objectif, hein, la notion de défaut, c'est une notion qui n'est pas d'une parfaite clarté, hein. Le mot défaut, le terme défaut, hein, est un peu ambigu, hein. Le défaut évoque le vice. Bon, et donc le vice caché qui rend la chose impropre à sa destination, hein. Mais le défaut, ici, c'est le défaut qui engage la responsabilité du producteur, hein, et c'est le défaut donc qui compromet la sécurité de l'utilisateur du produit, hein. Sa sécurité physique, hein, mais pourquoi pas aussi sa sécurité mentale, hein. Pensez aux jeux vidéo qui peuvent être proposés aux enfants. Bon, Peut-être au pari en ligne aussi, hein. oui, ça peut perturber, donc Les ça paris en peut ligne, y le avoir des mécanisme, défauts.
Absolument, hein. Euh, bon, alors le défaut déterminant, hein, bon, ne découle pas nécessairement, hein, souvent, mais pas nécessairement, du caractère dangereux du produit, hein. Donc il ne faut pas assimiler le défaut au caractère dangereux, hein. Souvent, hein, il y a défaut parce qu'il y a un danger, hein. Euh, de même, le défaut n'est pas ce qui compromet, l'utilité du bien, hein. Bon, euh, ce n'est pas non plus un défaut de conformité, hein. Bon, euh, alors, vous voyez que cette notion de défaut, en elle-même, hein, c'est une notion qui est un peu ambiguë. On pense au danger, on pense au vice, on pense au défaut de conformité, mais ce n'est pas ça, hein. Donc, mais il y a certainement, il y a certainement un élément objectif, hein, dans le défaut. Le défaut existe parce que le, euh, la chose, le produit, hein, bon, ne présente pas une sécurité, hein, euh, pour l'utilisateur, hein. Euh, voilà comment on peut. Le défaut de sécurité, hein, c'est le défaut, hein, hein. Bon, alors, qui présente aussi un élément subjectif. Alors, il ne suffit pas donc d'un quelconque défaut de sécurité, hein, pour que l'on engage la responsabilité du producteur, hein. Alors, un élément subjectif donc s'ajoute à l'élément objectif, hein. Le produit est défectueux, hein, s'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, hein. Donc voilà ce qu'est le défaut. C'est un défaut de sécurité, hein, un produit pardon, qui n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Bon, alors il y a donc une attente commune, hein. Comment définir cette attente commune, hein? euh, Alors l'attente, L'attente légitime aussi. l'attente légitime, bon, c'est l'attente qui est l'attente d'un utilisateur moyen d'une chose. Bon, euh, on faisait référence pendant longtemps au bon père de famille, hein, c'est-à-dire la personne de qualité Normalement moyenne, constitué. voilà, normalement constituée, qui peut s'attendre à ce que bon, le bien bon, soit remis de telle ou telle façon. Bon, L'intérêt voilà, tiré d'un certain bien soit à une certaine voilà, hauteur. voilà, l'attente légitime, Voilà. euh, par rapport à ce qui est normal. Bon, euh, alors, il faut prendre naturellement en considération les circonstances, bon, les usages, hein, bon, la présentation du produit, hein. Bon, c'est là, il y a des éléments, bon, des éléments de fait, naturellement, qui sont pris en considération, hein. Euh, alors, il est bien évident que l'attente légitime, euh, notamment d'un consommateur, du consommateur moyen, quant à la sécurité du produit, hein, n'est pas la même selon les produits, hein. Il est bien évident que euh, l'attente légitime du consommateur est beaucoup plus grande pour un médicament que pour, je sais pas, un simple, je sais pas, un produit informatique. Vous voyez, bon, Peut-être euh, aussi voilà. selon les marques ou bien selon les capacités du produit Oui, lui-même. Donc, oui, les attentes d'un consommateur d'une Ferrari ne sont pas les attentes d'un oui, consommateur d'une voiture moins performante. oui, c'est ça, d'une Renault de base, hein. Bon, Exactement. oui, J'ai pas voulu c'est ça. citer de marque pour Oui, ne pas offenser personne. oui, oui. Ah, j'ai une Citroën, moi, je n'ai pas de Ferrari. Bon, même une petite Citroën, ça, qui marche bien, voilà. Qui marche Ça. bien, voilà. Donc là, il faut naturellement interpréter cette notion d'attente. Voilà, et c'est l'élément subjectif. Alors, bon, alors, est-ce que l'appréciation doit se faire
doit se faire, je dirais, in In concreto, concreto vous ou in savez, abstracto, oui. ou in abstracto. Bon, ça c'est la discussion que tous les juristes doivent avoir en matière de responsabilité. Hein. Vous savez que on peut apprécier par rapport au, Au cas au consommateur particulier. moyen, bon, au bon père de famille, un homme abstrait, hein, ou une femme abstraite, hein, ou est-ce qu'il faut prendre en considération le- le- l'attente de L'environnement, l'intéressé lui-même, hein. Donc, je dirais que l'appréciation, me semble-t-il, elle in doit se faire en concreto, principe in abstracto, je crois, mais in cette appréciation in abstracto, donc du défaut de sécurité, n'exclut pas les considérations d'espèce, hein, et qui, donc, en cas de litige, offre peuvent intervenir. au juge compétent une certaine marge d'appréciation, bien sûr, hein. Bon. Alors voilà donc pour le défaut du produit, hein, produit qui ne présente pas, qui n'offre pas la sécurité à laquelle l'on peut légitimement s'attendre. Alors, deuxième condition, hein, c'est le dommage. Bon, euh, alors, Et là, dommage que le rapport de causalité ne soit pas un rapport, euh, comment dire, un rapport déjà établi ou bien un rapport déjà consenti en faveur de la victime qui doit apporter non seulement la preuve du défaut, mais aussi la preuve, le rapport de causalité entre le préjudice et le défaut. Ce qui fait qu'il y ait encore une fois un lourd fardeau de preuves à apporter en défaveur du consommateur et de l'acquéreur. Hein. oui, 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 oui. Alors, cela dit, bon, cela dit, le dommage, hein, le dommage, bon, euh, on devrait dire plus exactement le préjudice, hein, Oui, dommage, préjudice. quelque chose de matériel, le préjudice, c'est la notion juridique, hein. Alors, le préjudice, normalement, c'est le préjudice patrimonial, extra-patrimonial, économique, encore moral, hein, Qu'il soit physique, qui doit voilà. être en principe, comme vous le disiez, direct, hein, direct, hein. Bon, alors, néanmoins, bon, la directive précise ce qu'il faut entendre par dommage, hein. Alors, le dommage, c'est le dommage causé par la mort, hein, ou par des lésions corporelles, hein. Il y a un défaut de sécurité, malheureusement un décès ou des lésions corporelles. C'est également le dommage causé à une chose ou la destruction d'une chose autre que le produit défectueux lui-même, hein. Donc, le dommage au produit défectueux lui-même n'est pas pris en considération, hein. Et le, le, enfin, voilà ce que dit l'article 9, hein, de la directive, hein. Dommage couvre, outre le dommage causé par la mort ou par les lésions corporelles, celui causé à une chose ou la destruction d'une chose, autre que le produit défectueux lui-même, bon, sous déduction, etc., etc., hein. Donc on a donc n'est pas donc tous les dommages, hein, qui sont pris en considération, puisque le dommage à la chose elle-même, hein, au produit défectueux, n'est N'est pas pas pris pris en en considération. considération. Voilà. Ça. Cela dit, Donc, on peut faire jouer une autre responsabilité qui bien, est bien la sûr, bien responsabilité sûr, la du fait des choses, responsabilité des vices cachés. oui, ou des vices cachés, bien sûr, hein. Donc là, la réparation sera assurée par sur une Un autre autre base. un système Oui, juridique de responsabilité. voilà. Alors, il faut ajouter à propos du préjudice, hein, que euh, ce préjudice, il a vocation à être intégralement réparé. Bon, euh, le principe ici est le principe donc du droit commun, hein, de réparation intégrale. On aurait pu concevoir des plafonnements de réparation, hein. Et vous savez que dans certains systèmes particuliers de responsabilité, hein, on plafonne la réparation. C'est le cas par exemple en matière de transport, en matière de pollution marine. Bon, mais en l'occurrence, le plafonnement n'a pas été prévu en principe, mais il n'en reste pas moins que la réparation
pourra être partiel lorsque le dommage ne trouve pas exclusivement son origine dans le défaut du produit. Lorsqu'il y a plusieurs causes, donc il peut y avoir là Une mauvaise utilisation du produit.